Hello les amis. Bon alors c'est un petit direct sur Insta. En fait on va accueillir nos amis de Sokol à Los Angeles qui vont nous parler un petit peu de tout ce qu'il faut savoir sur les voitures aux États-Unis, c'est-à-dire quand on est français et qu'on veut aller acheter des voitures aux États-Unis, évidemment, il y a pas mal de choses à savoir. Donc on va les contacter pour leur poser plein de questions. On va s'en occuper tout de suite. Hop. Alors vous savez, moi je suis pas encore un grand pro, mais ça va pas tarder. Donc je vois tous les mots qui s'accumulent. Super. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, ils sont juste là. Hop. Voilà. Nickel. Bon, je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont? Bon, parce que c'est une question qu'on se pose tous, effectivement, quand on veut acheter des voitures qui viennent des États-Unis, ce qu'il faut savoir, à quoi il faut faire attention, sachant qu'il y a deux types de véhicules, bien évidemment, qui sont concernés. Il y a les véhicules américains qu'on a envie d'importer en France ou en Europe, et puis il y a aussi tous les véhicules européens qui sont partis aux États-Unis dans les années 50, 60, 70. Il y en a eu beaucoup. Les marques anglaises et allemandes, notamment, ont beaucoup exporté aux États-Unis. Donc tout ce qui est MG, Austin Hillet, Porsche, évidemment, BMW, Mercedes, il y a eu beaucoup de voitures qui sont parties là-bas. Et aujourd'hui, il y a des tas de voitures qu'on ne trouve pratiquement plus en Europe et qu'on a eu tendance à faire venir chez nous. Et il faut savoir quoi faire. Alors évidemment, nos petits camarades français qui sont installés là-bas, eux, ils savent ça par cœur. Et je vais essayer de les contacter pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Alors, moi je débute, hein, vous savez, pour moi, Instagram, c'est... si je dirais que c'est quasiment récent. Alors où est-ce qu'ils sont nos petits camarades? Je les ai vus passer, là vous êtes plein à vous connecter, donc ça c'est super. Alors, où est-ce qu'il est Charlie? Hop. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je suis pas trop mauvais? Hop. Ça mouline, mais ça va venir. Hop. Alors. Donc voilà, donc pas mal de questions à poser. Bon, puis j'espère sinon que tout le monde est un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc j'espère que vous allez tous bien et qu'on va tous se revoir bientôt. Nous, pour Vintage, je vous en profite pour vous dire un petit mot. Pour Vintage, on va bientôt démarrer. Ah, les voilà. Les voilà, nos amis Frenchy. Ça va, les amis? Yes! Bon, super, Charlie. Salut Ça va? François, comment ça va? Ça va, Alex? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien Bon, ici, merci. Et nickel. toi? Bah écoute, moi ça va, super. Donc très content qu'on vous ait en duo. Et il y a plein de questions à vous poser en fait les gars, parce que évidemment c'est une question qui revient très souvent dans Vintage Mécanique et dans les émissions des copains, hein, évidemment. C'est comment on fait pour importer des véhicules des États-Unis, et puis surtout est-ce que évidemment il y a toujours eu des gens qui disent bah ouais j'ai fait une super affaire, ou ouais je me suis fait super bien en papaouté. Donc il y a un peu de tout évidemment comme à chaque fois, et il y a à la fois des gens qui posent des questions sur les véhicules américains évidemment qui peuvent arriver en Europe, et puis les véhicules européens qui étaient partis aux États-Unis dans les années 50, 60, et puis qui pourraient revenir parce qu'on les trouve pas forcément en Europe, ou plus forcément. Et donc parfois, je pense à tous ceux qui sont fans de 356, de vieilles Mercedes 190, de choses comme ça, savoir comment faire et comment ça se passe. Alors d'abord, racontez-nous un peu ce que vous faites à Los Angeles, les copains. Ok François, bah écoute, effectivement, tout ça c'est des questions qui reviennent tout le temps et c'est tout à fait logique. Nous, avant de venir s'installer ici, on était déjà dans le milieu des voitures de collection. Notre ami Alex ici est diplômé de mécanique, il a fait de la mécanique depuis tout petit et il a travaillé dans un atelier spécialisé Ferrari. Il a eu son garage de voitures américaines en collaboration avec un copain à nous qui collectionne les voitures de films, qui s'appelle Geoffrey, pardon. Oui, Donc d'accord. que tu connais très bien. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, voilà, moi je travaillais au show de cascade de Disney, j'étais cascadeur voiture et moto. Donc Ouais. voilà, on venait ici, on faisait beaucoup de voyages ensemble avec Alex, 3 ou 4 fois par an, on venait ici aux États-Unis. Donc on avait aussi un club de voitures américaines, lowrider, tu sais les voitures avec les suspensions hydrauliques. Et donc on Mhm. venait ici pour acheter nos pièces, nos voitures, les voitures pour les copains, etc. Et aussi pour fournir le garage d'Alex et Geoffrey, donc D'accord. qui s'appelait Les gens de garage, qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui
le musée, c'est le Legend Museum en fait, avec toutes les belles caisses de Geoffrey. Voilà. Et D'accord. donc, un jour, on était ici en séjour en plein mois de janvier Mhm. 2015, et on voyait la date de retour qui approchait, et on se disait, oh là là, quelle horreur, obligé de rentrer en France avec ce temps pourri, etc. Il faisait On serait bien magnifique resté aussi. là. Ouais. Voilà. Et en fait, on a réfléchi, on s'est dit, c'était un peu comme enfin, ça arrivait comme ça. On s'est dit, il faudrait vraiment qu'on s'installe ici, comme ça, on n'aurait pas ce laps de temps entre le moment où les voitures sont achetées ici et le temps qu'elles arrivent, qu'elles soient réparées en France, etc. Donc au départ, c'était vraiment pour le lifestyle, pour vivre en fait la vie californienne qui nous plaisait depuis des années, premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir être beaucoup plus réactif et sur place. Et bien entendu, quand on a regardé un petit peu ce qui se faisait, et nous, ça nous a paru évident de faire un garage, puisque voilà ce que tu disais tout à l'heure, pour éviter de se faire avoir, il faut des professionnels pour vérifier que la voiture soit en bon état, et il faut de l'équipement pour pouvoir les inspecter et travailler dessus. Donc en gros, bah, tu vois, je vais tourner la caméra, mais en fait Hmm. ici on a toute la Ah ouais. cette partie-là en fait, avec toutes les voitures qui sont en attente de révision. Et D'accord. de ce côté-là, on a 4 ponts avec les différents projets en cours. Donc là, on fait une restauration Mustang Ouais. qui va être qui va être en fait un clone, une reproduction de la voiture du film Bullet. Donc tu vois, euh, elle va bientôt partir en carrosserie. On a fait une belle baie moteur avec une amélioration au niveau du boîtier de direction. Donc là, on va passer sur un boîtier de direction Borgesson pour Ouais. avoir une direction plus directe et beaucoup plus précise. Et ça va venir remplacer le système d'époque à valve. Voilà. Ici, on a le moteur qu'Alex a revisité. Donc, tu vois, donc là, c'est le moteur qui va être prêt à installer. Donc c'est un 351 Windsor avec pas mal de pièces perfo. Mhm. Et cette voiture-là a la particularité d'avoir une boîte de vitesse mécanique Tremec 5 vitesses, qui est une D'accord. super amélioration par rapport à la 4 vitesses d'époque. Voilà, D'époque, donc ouais. voilà, donc ensuite bah, tous les éléments, on va réinstaller tous les éléments neufs et voilà, donc tout ça, ça va se remonter gentiment. Et donc comme je te disais tout à l'heure, alors il y a beaucoup de Mustang parce que c'est la voiture préférée des Français. Donc là, par exemple, on Ouais. a une Mustang California Special 68. Donc ça, c'était une édition qui était disponible en Californie. Et donc c'est une voiture qui a des appendices de Shelby à l'arrière, donc avec ces fameux feux arrière Shelby. Donc voilà, ça Ouais. c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la vraie Shelby qui coûte une fortune. Mhm. Voilà. Après, des petits coupés, on a une très belle Camaro RS. Donc voilà, ça aussi c'est un peu, bah, c'était la concurrente en version un peu plus musclée. Donc là c'est la Camaro RS avec le 327, boîte mécanique, pareil, joli moteur tout détaillé, avec pas mal de petites pièces chrome, etc. Donc celle-ci, elle a un 327 avec une boîte mécanique. Donc tout l'intérieur a été refait. Elle a une belle carrosserie. Voilà, tout ça c'est des voitures qui sont en cours chez nous. Voilà, et puis après, tu vois, il y a là-bas on a Jérémy, notre notre spécialiste de la Sim Camille, qui Eh lui, oui, il en faut. Il en faut. voilà, et Jérémy est en train de bosser sur cette Corvette C3 là. D'accord. D'ailleurs, la Voilà. photo que j'ai mise pour la moto que la photo, pardon, que j'ai mise sur Internet là ce matin pour dire sur Insta pour dire qu'on se faisait un petit live, il y avait évidemment Jérémy, donc vous êtes tous les trois plus moi, ça fait quatre. Voilà. Voilà, exactement. Bon bah super. Alors une question évidemment, tu vois les gens qui sont là, il y a les gens qui nous regardent, il y a ceux qui connaissent très bien les américaines, ceux qui les connaissent pas du tout, mais qui rêvent de s'acheter un jour une Mustang, parce que la Mustang ça reste évidemment un des symboles de l'Amérique, etc. Donc les Français aiment beaucoup les Mustangs aussi, ça c'est évident et vous venez de le dire. Aujourd'hui,
si tu veux une Mustang, ça démarre à peu près à quel prix? Quel prix il faut envisager pour la passer évidemment sur le cargo pour la ramener en Europe? En gros, arrivé en France, on peut avoir une Mustang à partir de quel prix? Et puis quelle est la fourchette grosso modo? Parce qu'ensuite il y a évidemment toutes les différents modèles avec des millésimes qui valent pas le même prix, des finitions qui valent pas le même prix, des versions qui valent pas le même prix. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette pour que les néophytes sachent à peu près à quoi s'en tenir? Là, je vais laisser le spécialiste Ok. vous en parler parce qu'en réalité, il y a une cote entre guillemets semi-officielle sur les Ouais. magazines. On voit une cote. La réalité, c'est que on va en voir 10 et sur les 10, Il y en a une de bien. Et Ouais. encore. Mais oui. Et encore. Et très C'est rare. souvent Une le très problème. belle, une Ouais. très très belle, c'est un peu la licorne. Hein. Quand on en voit une Ouais. magnifique qui a été vraiment bien refaite, où le gars a vraiment pris le temps de la refaire, de tout bien. Alors il y a ce modèle-là, et il y a aussi le modèle, on va dire, le rêve que tout le monde a, du sortie de grange, pas de kilomètres, toute d'origine, jamais touchée. On en a eu des comme ça, et ça c'est encore plus dur à trouver, encore plus rare. Et celles-ci nécessitent souvent du travail, parce qu'évidemment elles sont toutes d'origine, c'est des vieilles autos. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Il y a beaucoup, le marché commence à vraiment se rétrécir sur les Mustangs. Toutes Ouais. les belles, soit les gens les gardent, soit elles sont déjà parties. Ouais. Et puis il reste que les croûtes, toutes celles que personne ne veut ou qui coûtent trop cher à remettre en état, qui seraient pas financièrement rentables en fait. Rentable. Ouais. Voilà. alors donc Voilà. pour répondre un peu plus précisément à ta Ouais. question, c'était une introduction mais qui est obligatoire. C'est qu'en fait, si tu veux, en annonce, on envoie entre 15 et 25 000 $, parfois D'accord. 30 000 $ pour un simple coupé. Donc ça a vraiment monté. On était en live avec Jerry lundi dernier. Et lui, en fait, ça fait 30 ans qu'il vient ici. Il y a Ouais. 30 ans, les premières qu'il a achetées, il les achetait entre 2 et 5 000 $. Et elles ouais. étaient forcément en meilleur état. Donc en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est cette voiture ayant énormément de gens, enfin d'intérêt et notamment à l'étranger, et ben en fait on est un peu une capitale ici, une plaque tournante. Les gens viennent ici se fournir et donc nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps. Donc quand on va voir une voiture, on n'a pas d'obligation de résultat. Ouais. C'est-à-dire qu'on, nous par exemple, on demande pas d'acompte à nos clients parce qu'on sait que on a une chance sur 3 ou 4 que la voiture soit correcte. Donc voilà. Il y a Jerry qui nous fait un coucou là sur les messages. Donc Yes. on te fait un coucou mon Jerry. Salut GG. Voilà. 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 Bon, parce qu'il faut quand même Donc, dire que, évidemment, les gens ne savent pas tous, mais on est un petit univers. Donc évidemment, Jerry est un de vos copains depuis très très longtemps. Il vous connaissait d'ailleurs bien avant moi. Jean-Pierre Gadjic, notre pote de TF1, pareil. Bon, bien sûr, on se connaît tous. Hein, il faut se dire la vérité. bah, bien sûr, mais de toute façon, l'avantage dans tout ce qu'on voit en ce moment, et ça on l'a vraiment vu à Rétromobile, c'était vraiment cool de tous se voir là-bas, c'est Ouais. qu'il y a un gros élan d'intérêt de plus en plus pour les voitures anciennes. Le fait aussi qu'en France, la multiplication des radars, le fait qu'il y ait de plus en plus de taxes et de choses C'est clair. qui incite les gens à réfléchir l'automobile un peu différemment. Et récemment, enfin, on en parle souvent avec Alexandre. On se dit, nous, les voitures, entre le daily driver autonome, électrique, la Tesla qui t'emmène toute seule au boulot, et les voitures de week-end, bientôt il y aura presque plus rien entre ça. C'est C'est-à-dire ça. qu'il y aura presque plus de juste milieu. Donc Ouais. voilà, nous on a clairement, on s'est clairement dirigé comme toi sur la voiture ancienne et les voitures de course. Voilà, c'est vraiment les Ouais. choses qui nous intéressent. Voilà. Et donc ici, ici, voilà, le fait d'être à Los Angeles, on est au milieu un peu d'une des capitales mondiales de la voiture et pas uniquement de la voiture de collection. Quand on va sur les Cars and Coffee, on voit Ouais. des De tout. voitures, des supercars, des voitures, Bien sûr. ce qu'ils appellent ici les imports, donc les voitures japonaises, Ouais. etc. Voilà. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est vraiment de se dire qu'on n'est pas dans un carcan, on n'est pas enfermé dans quelque chose, même si une grosse partie de notre travail représente ces voitures-là parce que ça correspond à notre demande. Nos centres d'intérêt sont bien entendu variés sur plein d'autres voitures. Et tout à l'heure, tu faisais allusion aux voitures européennes. Je vais te montrer une petite
635 CSI Ah ah. que nous avons ici et ça c'est l'exemple type des voitures qui aujourd'hui sont très recherchées. Donc ça c'est une 86 et contrairement à beaucoup de modèles qui étaient ici aux États-Unis, celle-ci est en boîte mécanique. Donc 635 CSI 86 boîte mécanique avec seulement 37 000 miles d'origine. Tu vois, hop. Ouais. Voilà, et donc parce qu'il faut rappeler pour nos petits amis qui ne connaissent pas tous le fonctionnement aux États-Unis, c'est que historiquement, alors là je reprends un peu mon côté histoire, c'est que historiquement les constructeurs anglais et allemands ont toujours été très forts pour exporter leurs véhicules aux États-Unis. Nous, les Français, on a toujours été très mauvais. Il faut le reconnaître. C'est vrai que bon, il y a eu des tas de tentatives des marques françaises, mais ça n'a jamais été probant. Par contre, effectivement, des marques comme Porsche ou Mercedes, par exemple, ou comme je disais tout à l'heure, comme Austin Hillet, MG, etc., ont énormément exporté aux États-Unis. Et il y a même eu des modèles, évidemment, vous le savez, des modèles qui ont été faits entre guillemets pour les États-Unis. La 300 SL, enfin Max Hoffman était un importateur. On va juste refaire un petit brief. Max Hoffman était un Européen installé aux États-Unis qui a été importateur de véhicules européens, et donc notamment de Mercedes et de Porsche. Et c'est sous son impulsion à lui qu'il y a eu la 300 SL chez Mercedes, qu'il y a eu le Speedster 356 chez Porsche, donc des voitures très luxueuses ou au contraire très simples à l'époque, parce qu'aujourd'hui la Speedster était vendue comme une voiture presque low cost. Quand on voit le prix que ça vaut aujourd'hui, ça calme un petit peu, mais c'est la réalité. Et donc ces voitures-là, évidemment, tout le monde rêve d'acheter un Speedster par exemple, et de le réimporter. Sauf qu'en réalité, il y en a eu très peu. Il y en a eu 2000 exemplaires de fait. Et aujourd'hui, dans le monde, il en roule beaucoup plus parce qu'il y a eu aussi beaucoup de répliques, notamment des répliques faites aux États-Unis. Et certaines étaient très, très belles. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, on a été en expertiser une il y a quelques temps pour nos amis de Lady Art Car. Tiens. Donc, voilà. Et donc, effectivement, donc la voiture était en piteux état. Ouais. Mais elle était déjà affichée à $220 000. Putain, ouais, bah oui. Alex, donc en fait, on a fait la visio avec Alex et David, et donc David, Alex il s'est étranglé. Ben non, justement, en fait, la voiture était effectivement en mauvais état. Ils avaient eu une première expertise pour leurs clients, mais en fait, le type avait fait des photos, des défauts de carrosserie, des rayures, etc. Alors que, je veux dire, c'était pas ça qui était important. Donc non, on est retourné pour montrer vraiment tout ce qui était châssis, notamment les sous-bassements. Toute la structure de la voiture. Bon, c'est une voiture qui était vraiment abîmée, vraiment rouillée en dessous. Beaucoup de travail de tôlerie, mais sauvable. Donc une voiture sauvable, mais nécessitant une rôtisserie complète, c'est-à-dire la mettre complètement à poil, découper toutes les tôles et remplacer toutes les tôles rouillées. Mais c'est une voiture qui était sauvable et c'était une vraie Speedster, donc une originale. Et donc oui, il y avait quelque chose à faire. Elle était complète, quasi complète. Donc, mais gros travail. Il y avait quasiment autant de restauration que du prix de la voiture. Donc c'est des voitures qui maintenant, s'affichent à des tarifs, on va dire exorbitants, comme tu l'as dit. Il y en a eu très peu. Des originales, hein, je parle. Après, oui, il y a eu beaucoup de répliques. Après, sur base 356 hardtop ou sur des coques en fibre. Mais une originale, c'est très dur à trouver. Très dur. Ouais. Alors, on va profiter d'être ensemble. Selon vous, aujourd'hui, en termes de tendance, quels sont les véhicules qu'on peut encore, pour des Européens ou des Français, quels sont les véhicules qui sont pas encore forcément super cotés et qui peuvent être effectivement des bons plans à ramener aujourd'hui en France? Alors ça, c'est la question qui revient très souvent. C'est qu'en fait, jusqu'à il y a pas longtemps, enfin jusqu'à il y a quelques années, je dirais, il y avait quand même un décalage assez important entre les prix aux États-Unis et les prix en France. Et pendant un moment, en France, il y avait un euro qui était fort. Là, l'euro est redescendu. Et deuxièmement, Internet, les réseaux sociaux, etc., font qu'il y a le laps de temps entre la circulation des infos, les modes deviennent globales. C'est-à-dire que jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait par exemple quelque chose qui sortait aux États-Unis et puis nous en France, quand j'étais jeune par exemple, ça arrivait 2-3 ans après. Donc là aujourd'hui c'est instantané. Les influenceurs ou par exemple tous les artistes, etc. Si on prend par exemple l'exemple des Porsche,
C'est quelque chose qui revient souvent, Porsche 911. Donc là, avec par exemple Magnus Walker, tous les gens qui sont qui ont remis un petit peu, qui ont contribué, on va dire, parce que ça existait déjà, mais qui ont contribué à faire que la 911 redevienne un objet vraiment de convoitise. Bon, bah ça c'est des choses maintenant. C'est instantané au niveau global. Donc en fait, c'est très recherché en France, mais c'est aussi très recherché aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux choses qui sont assez. Il faut savoir que le pays est tellement grand qu'on peut pas dire les voitures américaines. Il faut dire les voitures, par exemple, de la côte ouest ou des endroits où les voitures sont sèches, et les voitures qui peuvent venir d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Et enfin, je dirais que c'est même encore plus la différence est encore plus probante entre le nord de la France et le sud de la France. Ben là, vous imaginez entre l'est et l'ouest. Voilà, entre l'est et l'ouest des États-Unis, c'est vraiment des différences énormes. Une voiture qui vient de Norvège ou qui vient du Maroc. Voilà. Oui, bah tu sais, sans être méchant, tu peux aller. La forêt des Ardennes n'a pas la même humidité que les forêts autour de Aise, les pins. Hein, je veux dire, c'est pas voilà. C'est ça. Donc là, en fait, si tu veux, c'est ça, mais encore plus exacerbé. La différence est encore pire. Donc, si tu veux, ici, les gens roulent beaucoup. Les Porsche, les BMW, etc. Les gens roulent avec. Même les anciennes, nous, parce que nous, on roule beaucoup pour aller chercher nos voitures, on en voit rouler. Les gens daily drive ces voitures-là. Donc, d'une manière générale, elles ont plus de kilomètres, de miles. Elles ont des mileage qui sont importants, mais ce sont des voitures qui sont très fiables. Et c'est beaucoup de routes droites. Donc, en fait, les voitures fatiguent moins. Donc, en fait, ce qu'on considère ici comme une voiture low mileage, c'est-à-dire une voiture qui a moins de 100 000 miles, c'est-à-dire 160 000 km. En France, quand elle a moins de 100 000 km, on dit elle a pas beaucoup de bornes. Et ben ici, c'est 160 000. Donc si tu veux, il faut vraiment voir les choses différemment. Par contre, encore une fois, pour nous, ce qui est important, c'est les soubassements. Un moteur, ça se refait. Les suspensions, etc. Tout ça, ça se refait. En revanche, la structure de la voiture et le fait qu'elle soit bien sèche, pas rouillée, pas bouffée et pas accidentée, et ben ici il y a un dicton qui dit elles sont originales qu'une seule fois. Donc on peut les refaire, on peut les reconstruire, mais elles sont originales qu'une seule fois. Et nous, c'est un peu notre créneau. Nous, on travaille sur des bases qui sont ultra saines. La plupart du temps, c'est ce que je vais te montrer. Par exemple, cette voiture-là. Donc c'est une 68 fastback. Et tu vois, ça c'est la Black Plate de Californie. Ça veut dire que la voiture a été construite en Californie. Elle n'a jamais quitté la Californie. Et ça, sur ces voitures-là, tu as ce qu'on appelle le Marty Report, que je vais te montrer. Et ça, en fait, ça te permet d'avoir tout l'historique, puisque en fait, Kevin Marty, à l'époque, avait racheté toutes les données en fait de Ford pour pouvoir avoir un suivi sur tout ce qui a été existé et pour pouvoir décoder toutes les informations. Donc celle-ci, on voit qu'elle a été fabriquée à San Jose, en Californie. Donc c'est le code R. Et ensuite, donc Mustang Fastback de porte, etc. Donc tu as le numéro de série. Tu as la couleur d'époque, donc c'est le Royal Maroon. Donc le Maroon, c'est un bordeaux. Hein. Donc là, tu vois, elle a été cuite thermostat 4 au soleil, celle-là. Et après, tu as donc l'intérieur black vinyl, etc. Et elle était en 4 vitesses d'origine. Et après, ici, tu as le nombre de produites. Donc là, tu regardes le chiffre le moins élevé. Donc c'est 1269. Il y en a eu 1269 avec l'option du contrôle panel, par exemple. Mais il y en a eu 1290 de sorties avec cette peinture et cet intérieur. Donc ça, c'est comme ça qu'on sait. Et nous, c'est vraiment notre créneau, c'est de choisir des voitures qui paraissent comme ça fatiguées, mais qui sont ultra saines en dessous. Alors je vais te montrer très rapidement, je sais pas si ça va parler à nos amis qui nous regardent, mais vous allez voir rapidement en dessous. Tu vois les planchers, on voit en dessous la cataforès d'origine. Ça c'est bon signe. Voilà, et on voit que tu vois c'est pas boursouflé nulle part, et c'est une voiture donc qui est dans un état exceptionnel et donc qui demande une belle restauration. Mais voilà, c'est exactement le type de voiture qui nous plaît parce que ça vaut le coup d'investir dans une voiture comme ça. D'accord. Alors, moi j'en profite pour rappeler un petit détail parce qu'il y a des gens qui se rendent pas forcément compte.
L'intérêt et l'inconvénient de la voiture ancienne, c'est que c'est pas une science exacte. Parce que j'ai souvent, moi, sur les pages des réseaux sociaux de l'émission, et puis c'est pareil pour mes petits camarades, des gens qui disent, ah bah, j'ai vu que telle restauration chez Lady Art Car ou chez je sais pas qui, de tel modèle a coûté, je sais pas quoi, 40 000 euros. Donc, ça va coûter 40 000 euros pour moi. Les amis, non. Ça dépend du modèle. Ça dépend effectivement de deux voitures du même modèle, de la même marque, du même millésime, qui ont le même look, peuvent être extrêmement différentes dès qu'on les ausculte en profondeur. Donc, il faut être attentif à ça parce que effectivement, on a fait notamment une Facel Vega, bon, qui a coûté 100 000 euros de restauration. Effectivement, ça paraît fou parce qu'aujourd'hui, c'est le prix que ça vaut la voiture. Donc, les gens se disent, mais c'est un peu dingue de dépenser autant d'argent sur une voiture qui les vaut peut-être même pas. Alors, il y a deux choses à dire et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est que d'abord, quand on achète une voiture et qu'on souhaite la garder, que c'est vraiment un achat sur le long terme, on peut se faire plaisir. Parce que si on se fait plaisir, ça a pas mal d'avantages. D'abord, c'est que peut-être que le jour où on la revendrait, éventuellement, elle aura plus de la valeur. Bon, ok. Mais indépendamment de ça, et c'est pas ça le plus important, c'est que quelqu'un qui a attendu longtemps pour se faire plaisir et s'offrir la voiture qu'il voulait, il a mis effectivement de l'argent dedans. Mais quelque part, c'est bien, parce que de toute manière, la voiture a une valeur sentimentale à la base, elle a une valeur financière pour si jamais il y avait besoin. Et puis, au passage, ils ont fait bosser des artisans. Ils ont fait bosser des motoristes, des peintres, des selliers, des gens comme ça. Donc, il faut aussi penser à ça. C'est quelque chose d'important. Il y a un savoir-faire qu'on a la chance d'avoir en France ou aux États-Unis ou bien dans bien des pays. Et c'est important de savoir que la voiture ancienne, c'est pas que une liasse de bifton. C'est pas ça la voiture ancienne. Évidemment que ça peut être ça, mais c'est pas ça. À la base, c'est vraiment une passion. Et moi, j'encourage tout le monde à vraiment raisonner là-dessus. Et parfois, effectivement, quand on voit dans des émissions comme la nôtre ou d'autres, bah, des restaurations à tous les prix, c'est parce que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des voitures sur lesquelles on fait des petites restaurations, des voitures sur lesquelles on fait des restaurations plus importantes parce que c'est aussi une question de moyens. Il y a différents degrés dans la restauration. Si on a les ronds, eh ben, on peut y aller. Si on n'a pas suffisamment d'argent, on se fait une restauration plus modeste. C'est pas grave. Mais il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que souvent, je rigole derrière mon écran quand je vois des gens qui me disent, mais une restauration de tel modèle, ça vaut tant. Non, ça dépend de ce qu'a la voiture. C'est un détail qu'il faut jamais oublier, les gars. C'est super important. Alors, effectivement, aujourd'hui, par exemple, question évidente, quand on pense à la Californie où vous êtes installé, on pense à toute l'époque avec les combis Volkswagen, etc. Aujourd'hui, les combis Volkswagen, ça vaut un prix. Les très beaux combis Volkswagen, ça vaut souvent un prix stratosphérique. Bon, parce qu'en plus, pour les grands fanats de combis, il y a différents degrés, il y a différents modèles plus ou moins recherchés, etc. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a encore en Californie ou est-ce que vous les faites venir du Brésil, par exemple? Alors ici en Californie, on en a vu un il y a pas longtemps chez un spécialiste. On a été expertisé une Hudson de 1911. Wow. Ouais, un speedster en fait. Donc c'est une voiture qui avait vraiment une histoire particulière parce que la voiture, donc en fait, au moment de la guerre, pour ne pas qu'elle soit broyée, ils l'ont transformée en pick-up parce que tout ce qui était pas vraiment considéré comme quelque chose d'essentiel partait voilà broyé pour pouvoir faire des munitions, des armes, etc., des tanks. Voilà. Et donc ce véhicule-là a vraiment une histoire particulière. Et donc après la guerre, comme en fait à la base c'était un torpedo, donc avec cette arrière en pointe, ils avaient absolument pas possibilité de la remettre en torpedo. Ils ont fait un peu un speedster. Donc voilà, c'est une voiture qui était vachement intéressante. Et chez eux, en fait, donc c'est spécialiste des voitures classiques. En fait, si tu veux, t'as un gros concessionnaire ici qui s'appelle Crevier. Donc en français, c'est Crevier. Donc c'est peut-être même des Français. Ça sonne un peu français comme nom. Donc et en fait, eux, donc ils ont des concessions BMW, Jaguar, etc. Donc et ils ont une petite partie voiture classique donc ils font du storage. Donc ils gardent les voitures de certains de leurs clients et puis ils ont des voitures à la vente et du dépôt-vente, etc. Et donc on a vu et il y avait notamment deux combis en 21 fenêtres en état magique, hein, vraiment royal. Très très grosse restauration, 133 000 $. Donc ça fait cher la fenêtre. Voilà. Donc oui, après c'est vrai que on peut trouver les véhicules qui sont en provenance du Brésil, bah on parlait tout à l'heure des endroits humides. Le Brésil, même s'il fait chaud, c'est très très humide.
Il faut vraiment se méfier de ça. C'est comme par exemple Miami, la Floride, c'est un pays qui est, enfin c'est pas un pays, c'est un État qui est très chaud mais très humide. Très Donc humide. il y a 80% d'humidité ou 85% Ah ouais, c'est d'humidité. énorme. Il faut penser à ça pour rappeler que toutes les voitures de cette époque-là étaient pas protégées contre la corrosion. C'est la protection de la corrosion sur les voitures. C'est en gros, ça démarre dans les années 70 et ça devient un peu sérieux dans les années 80. Mais toutes les voitures des années 50-60, la protection contre la corrosion, c'est proche de rien. Voilà, c'est ça le problème. Exactement. Et ouais, faut pas l'oublier. Bah, c'est pour ça que, bah, par exemple, dans certains de ces endroits, attends, je vais demander à Jérémy. Oui, parce que vous bossez, ils bossent en même temps, les gars. C'est normal, ils sont pas là que pour s'amuser, ils sont là aussi pour bosser. Tu bosser en silence, Jérémy? Et voilà. Et donc effectivement, c'est des endroits où on voit beaucoup plus de voitures de luxe, des voitures récentes, que de voitures classiques dans les rues, parce que il faut les laisser au sec. Il faut vraiment faire bien attention à ça. Je dis pas qu'il y en a pas. Hein. On peut éventuellement trouver des choses là-bas, mais c'est pas comme ici où la voiture peut limite rester dehors et elle va rester sèche. Voilà. Bon. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile pour nous, et tu l'as très bien décrit. Et d'ailleurs, je te remercie parce que ça amène de l'eau à notre moulin. Nous, c'est ce qu'on dit aussi dans nos lives. Tous les vendredis, on fait un live en direct du garage pour que nos clients voient l'avancée des voitures en cours et que les futurs clients puissent aussi se mettre dans la peau de nos clients et de voir un petit peu notre façon de fonctionner. Et c'est des choses, c'est des petites piqûres de rappel qu'on fait en permanence. C'est dire qu'effectivement, on peut pas, si quelqu'un nous dit j'ai trouvé la même à tel prix dans le New Jersey, bah ce sera pas la même. Et c'est une voiture qui a 50 ans, n'a pas la même histoire. Elle peut très bien avoir un moteur fatigué. Certaines ont eu des restaurations plus ou moins heureuses. Voilà. Donc tout ça c'est important. Donc, c'est vrai voilà. on étudie en fait au cas par cas, en fonction du cahier des charges des clients. Ouais. On va étudier. Nous, on fait pas de volume en fait. C'est vrai que même si on a et c'est super et on a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui aiment bien ce qu'on fait, mais on peut techniquement pas vraiment travailler plus. Le seul moyen de travailler plus, ce serait qu'on ait une très très grosse équipe, des gens qui vont chercher des voitures partout et on n'aurait pas forcément la même attention aux détails si on faisait beaucoup plus. Donc là, en réalité, ce qu'on fait, c'est que, bah, tu vois, on travaille sur 3 ou 4 véhicules en même temps. Voilà, là, l'équipe a réduit un petit peu à cause du virus. Là, on est en équipe réduite. Là, pendant quelques temps, on a eu quelques petits soucis avec le mécanicien qui avait commencé il y a quelques temps. Donc on est en train de voir, c'est une période un petit peu tampon, mais l'avantage c'est que comme on a tous nos partenaires en France qui eux prennent le relais sur une partie des mécaniques, des choses qu'on a à faire, on envoie certains des véhicules avec les pièces et comme ça eux ça leur permet en contact avec le client de faire le travail en France et comme ça le client peut suivre le travail en France et nous, les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui sont des amis, qui sont des gens qui sont vraiment de qualité, dont certains que tu dois connaître aussi. Bien sûr. Bon, en tout cas, ce qu'on va rappeler aussi, c'est que vous êtes en France régulièrement. Donc, si on veut vous rencontrer en France, vous étiez encore à Rétromobile là il y a quelques semaines. Donc, c'est faisable de se rencontrer. Je sais que vous travaillez d'ailleurs avec Lady Art Car, avec nos copains de chez Lady Art Car qui bossent aussi pour nous avec Vintage. Et puis, tiens, un truc qu'il faut qu'on rappelle, c'est que le 20 juin, il y aura donc en France, à Versailles, ce qu'on appelle le Rallye du Cœur, qui est un rallye qui a lieu pour une bonne cause, pour des enfants atteints de cancer. Donc, on va pratiquement tous, je crois, y participer. Pratiquement tous les présentateurs télé français d'émissions de voitures seront là. Donc, on forme chacun des équipages. Vous pouvez faire des dons à chacun des équipages. Je crois que Jerry, c'est le 156. Moi, je suis le 157. Donc, nous, voilà. On est... Nous, c'est le 155. Toi, c'est 155. Il y a notre ami Geoffrey, là, une DeLorean à Paris, qui doit être juste après aussi. Grégory, enfin Jean-Pierre aussi, je crois, il participe. Enfin, je pense que pratiquement tout le monde y participe. Donc ça, c'est super bien de se mobiliser pour ça. Donc c'est important de le rappeler. Et puis que vous dire de plus. On est en tête au niveau cagnotte. Je veux pas dire, les gars, mais c'est possible. Moi, je m'en suis pas encore occupé, mais ça va pas tarder. Donc voilà. Alors, on rappelle juste une chose, c'est que pour 10 € de dons, vous avez 66% de crédit d'impôt. Absolument.
Ce qui signifie qu'au final, ça vous coûtera 3,40 €. Et nous, on a eu pas mal de gens en fait donc, qui ont donné. Et on est à 1300 €. Et voilà. Et effectivement, ça nous tient à cœur, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Je pense que c'est hyper important de rappeler ça. Il y a plein de manifestations qui ont lieu partout, évidemment, par rapport à ça. Il est logique qu'on fasse tous, qu'on donne du temps, de l'argent, etc. pour tout ça, parce que voilà, c'est très important. Et effectivement, c'est très important aussi parce que c'est un des leviers qui aide aussi là-dessus, c'est que vous avez un vrai avantage fiscal. Donc, alors moi, je vais être plus ambitieux que toi. Je veux dire, pour 100 € donnés, en fait, t'en payes que 33 ou 34, puisque le reste c'est un abattement fiscal. Donc il faut le faire, ça c'est important. Et puis, alors moi, en ce qui me concerne, je refais un live. Alors moi, ça y est, je me mets au live. Je découvre la technique moderne. Au moins que le confinement ait servi à quelque chose. Mais ça a changé plein de choses. Alors j'espère que ça changera les choses aussi pour des bonnes choses. Se recentrer sur certains trucs. Bon voilà. Je pense que le côté mondialisation va en prendre aussi un coup quelque part pour les mauvais éléments, enfin les mauvais côtés de la mondialisation. La mondialisation, il y a des bons et des mauvais côtés, donc voilà. Mais bon, je pense que pour les mauvais côtés, au moins, ça va peut-être faire aboutir les choses positivement. Et donc, il se trouve que demain soir, on va faire un petit clin d'œil à nos amis américains à nouveau demain, indirectement, parce que demain, je vais faire un live avec mon copain Olivier de Stefano. Et on s'était dit que c'était rigolo de faire un clin d'œil à la Dino, la Ferrari, j'allais dire une bêtise, la Dino, la 246 GT, qui a été aussi une voiture très prisée aux États-Unis et qui était le symbole de The Persuaders, le Amicalement Vôtre, le feuilleton Amicalement Vôtre, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup marché aux États-Unis. Ce feuilleton-là, c'est pour ça qu'il s'est arrêté, parce que la chaîne américaine qui avait cofinancé a trouvé que c'était pas suffisant. Et donc ce feuilleton est devenu mythique grâce à Tony Curtis, grand acteur américain évidemment, qui jouait le rôle de Danny Wilde. Et donc demain avec Olivier, je crois que c'est à 17h. On vous fera un live pour vous raconter un petit peu la partie technique, la partie historique, la partie cinématographique. Et évidemment, c'est une des voitures qui a marqué l'histoire de l'automobile mondiale. C'est une Italienne qui a eu beaucoup de succès en Europe, aux États-Unis. Et c'est une voiture assez atypique, assez originale. Est-ce que vous en avez de temps en temps des dinos? Non, on n'a pas eu encore la chance d'avoir un client acheteur pour ce type de modèle. C'est pareil, ça c'est le genre de modèle, c'est très compliqué à trouver dans en bon état. Déjà à trouver, c'est compliqué, parce qu'elle s'échange dans des cercles privés dont elles n'ont pas besoin d'être mises en annonce, si tu veux, même si demain on m'en demandait une, ça serait compliqué de la trouver. Et puis après, faut qu'elle soit quand même qu'elle soit en bon état. Comme tu le sais, le moteur qui est dedans, c'est un moteur qui est assez capricieux et qui nécessite beaucoup de soins. Donc si ça n'a pas été entretenu dans les règles ou que ça n'a pas été refait à un moment donné, là, il y a un gros boulot, à faire, quoi. Donc, mais bon, c'est une très belle auto. C'est une très belle auto. J'ai gravité un peu dans ce milieu-là, donc je la connais bien. J'ai pas essayé, je l'ai pas roulé celle-là. J'en ai conduit beaucoup des Ferrari, mais celle-ci non. Mais c'est sympa, c'est une belle petite caisse, c'est vraiment sympa, c'est une bonne gueule. La ligne de la bagnole est magnifique. L'intérieur et tout, c'est une vraie petite bagnole de course, légère, vraiment cool, vraiment sympa. Alors, tu vois, c'est drôle parce que c'est typiquement le genre de voiture qui, pendant très longtemps, n'avait pas une super cote et intéressait pas plus que ça les collectionneurs. Et puis, d'un seul coup, au début des années 2010, ça fait que 10 ans, en fait, que cette voiture-là a pris une cote de dingue. Mais jusqu'à la fin des années 2000, ça intéressait pas plus que ça les gens. Ça avait pas une cote extrêmement élevée. Et puis là, d'un seul coup, pof, ça s'est envolé. Donc ça correspond à ce qu'on se disait en début, c'est qu'il y a quand même un phénomène de mode qui est vraiment réel dans la voiture de collection, avec des voitures qui stagnent, des voitures qui prennent d'un seul coup, des voitures qui baissent. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent les voitures d'avant-guerre, malheureusement, sont plutôt à la baisse. Alors, sauf exception, bien sûr. Mais c'est des voitures qui sont plutôt à la baisse parce que c'est des gens maintenant assez âgés qui les ont. Et c'est dommage parce qu'il y a des voitures d'avant-guerre qui sont absolument craquantes, quoi, qui sont super drôles et super géniales. Et voilà, donc ça fait partie des qualités, des défauts de l'univers de la voiture de collection, comme tout univers équivalent. Bon, c'est comme ça. On va lancer un appel pour sauver les voitures d'avant-guerre. Exactement. Et les voitures des années 50. Aussi. On le voit aussi. Ouais. Ça descend, une Bel Air. C'est des voitures. Comme tu disais, la population, les acheteurs principaux de ces voitures-là, c'est une population vieillissante. Et ici, par exemple, toute une partie des hot rods aussi,
des voitures qu'on peut pas exporter. Les hot rods, c'est très difficile. Donc en fait, oui. le marché ici du hot rod, il s'adresse à une certaine catégorie de gens et c'est une population vieillissante. Et donc quand on va sur les car shows, on voit bien, on voit rarement des gens de notre âge, entre 40 et même jusqu'à 50, 55 ans. On n'en Ouais, voit fais pas gaffe à ce que tu énormément dis. Hein. en hot rod. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais avoir 45 ans cet été, tu vois. Donc, toute notre génération, et je le vois bien, parce que nos clients, beaucoup de nos clients veulent les voitures de leur année. Et j'ai Bien sûr. beaucoup de gens qui veulent des Mustangs. Donc, les personnes qui sont nées en 65, 66, 67, 68, c'est vraiment une grosse. Et les gens me disent, je la veux parce que je l'adore et en plus, je veux le modèle de mon année. Donc, on se rend bien compte de ça. C'est vrai qu'il y a une tendance et c'est une évolution. Et donc, tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'il y aurait comme voiture qui pourraient être intéressantes maintenant et qui vont prendre de la valeur. Eh ben, il y a fort à parier que ça va être tout ce qui est Youngtimer. Donc, c'est-à-dire les voitures qui correspondent à notre jeunesse à nous, qu'on pouvait pas se payer quand nous étions jeunes. Donc, comme cette 635 CSI, comme bien entendu les Porsche, Corvette C4, certains de ces véhicules-là. Mais attention, c'était le début des voitures avec un petit peu d'électronique, etc. Donc, il faut trouver des modèles qui soient avec peu de kilomètres et vraiment au maximum en bon état. Voilà. Donc ça, on en a en permanence. Tiens, je vais te montrer pour illustrer où est-ce qu'elle est notre petite C4 cabriolet de 89 avec 30 000 miles ou 40 000 miles au compteur. Et voilà. C'est raisonnable. C'est pas encore ça. Pour trouver la même voiture, enfin dans cet état-là de conservation sur une Mustang cabriolet des années 60, bah ça coûterait entre 50 et 60 000 euros. Donc voilà, là c'est des voitures qui valent dans les 20 000 euros. Donc si tu veux, c'est quand même une sacrée différence. Ouais. Et à l'inverse, effectivement, comme tu disais, les voitures des années 40-50 sont plutôt à la baisse. Or, effectivement, alors surtout dans les voitures américaines, il y a quand même des monuments dans les voitures américaines des années 50, tout ce qu'on voyait dans les films type American Graffiti, Grease et compagnie. Il y a des tas de trucs. Alors, je sais que c'est des vieux films, hein, excusez-moi, c'est des films de mon époque, mais c'est des films. D'ailleurs, joyeux anniversaire, François. Merci. C'était hier ou avant-hier? C'était il y a pas longtemps, ouais. Et moi, d'ailleurs, j'avoue très humblement que j'ai effectivement, dans les quelques voitures de collection que j'ai achetées depuis 30 ans, j'ai plusieurs voitures de mon année de naissance, 1912. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est normal. On commence toujours la collection. Il n'y a pas énormément de caisses de 75 qui me font rêver. C'est gentil, c'est gentil. Ou alors certaines que j'aurais vraiment du mal à m'offrir. Ouais. Toutes les italiennes notamment. Bon, donc voilà. Pour l'instant, l'investissement, en tout cas pour nous, ça se passe ici dans le garage, dans notre équipement, etc. Pour l'instant, on a mis un peu de côté les voitures passion, les voitures anciennes. On a la chance de pouvoir rouler tous les jours avec. Donc, pour l'instant, on n'en a plus en caisse perso, mais ça viendra peut-être dès que possible. Super. Pour aller sur les Cars and Coffee et vous faire des petits lives, vous donner un petit bien. peu de... Allez, on vous montre un palmier quand même. Ah oui. Je vois que t'es dehors, toi. On va vous montrer un petit palmier. Et puis on va te souhaiter une bonne fin de journée. Bon, allez, moi, je vais vous montrer. Je vais faire aussi 68 code S. Donc, celle-ci, c'est le Big Block avec le boîte méca. Donc, pareil, avec son Marty Report. Elle a été grise d'origine. C'est très, très rare. Jérém, tu veux dire au revoir à notre ami François? Salut François, à la prochaine. Hey. Salut Jérém. Ciao, ciao. Voilà, alors tu vois, Jérém, il a décoré une partie du garage avec ses plaques de tout, parce que Jérém était copilote en rallye historique avec Bernard Fiorentino. Yes, bien sûr. Donc c'est un peu lui qui, donc il est vraiment fondu de toutes ces voitures. Donc tu vois la Simca 1000, etc. Et donc il nous a mis un peu toutes ces plaques. Donc ça nous fait un petit. Attends, je vais revenir parce que j'ai peut-être bougé, bouge pas. Hop. Voilà. Ouais, Fiorentino voilà. qui a. Vas-y, pardon. Oui. Ouais, je disais Fiorentino qui a été notamment pilote sur TG, Chap et Gessalin,
qui est une marque française qui était un peu la rivale d'Alpine en fait, c'était un peu comme Alpine et Fiorentino a roulé là-dessus. Exactement. Jérémy, justement, on a des exemplaires. Génial. Originaux. Ça, c'est une marque qu'il faudra qu'on fasse un jour dans Vintage Mécanique, CG. J'en bah, connais que ça va exciter. Bah ça, Jérémy, il est vraiment, il a le pied dans le milieu, il a les deux pieds dans le milieu. Jusqu'au cou. Il a les deux pieds au milieu de la CG. Hein. Ouais, La CG, c'est vrai que c'était super. Avec une mécanique Simca, c'était vachement bien, c'était super. C'était l'équivalent chez Simca d'Alpine chez Renault, hein, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, Chap et Gessalin étaient à l'origine ceux qui ont pratiquement fabriqué toutes les caisses en polyester de toutes les voitures de course françaises et des petites berlinettes françaises des années 50 et 60 et 70. Donc voilà. C'est Gessalin qui a dessiné la première Alpine, la coach de la 106, et après il est passé, Redélé a fait la 110. Absolument. C'est Gessalin qui a l'origine des Eh ben écoute, si Jean Gessalin nous entend, Jean, on te fait un coucou. Et en même temps Didier Malga. Ah bah, évidemment. Voilà. Bon, ben écoute, Didier, il est forcément en train d'écouter, sinon ça va barder. C'est sûr. Ben voilà quoi, le monde Simca qui est le mien. Bien sûr. Je suis venu ici découvrir le monde des V8. Donc bien sûr. 2 moteurs Simca inclinés. Et puis voilà quoi. Eh ben génial. Bon bah les gars, on se retrouve tous bientôt. Et puis on espère que des deux côtés de l'Atlantique, ça va s'améliorer pour ce virus mondial malheureusement qui a remis beaucoup de choses en cause et qui va être très compliqué économiquement notamment. Je parle pas évidemment de la santé. Donc on redit à nouveau notre admiration pour tous les gens qui se sont donné beaucoup de mal, les personnels de santé, les médecins, les infirmières, tous les métiers qui ont contribué à ce qu'on puisse s'en sortir. Et c'est très important de le rappeler. Donc moi, ça me dérange pas de le dire régulièrement, voilà, d'être humble. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup donné. Et nous, nos petites passions, c'est super d'avoir des passions. Mais, voilà. Voilà, il faut pas oublier l'essentiel. Voilà. Ok. Bien, nous, en tout cas, on est confinés dans le garage. On fait de chez nous au garage. On ne voit personne. Le garage n'est pas ouvert au public. Et donc, on a, hormis les livraisons, les gens portent des masques. Dès qu'on sort, on a les masques. Donc, voilà, on essaie de rester le maximum du temps le plus éloigné possible et masqué. Voilà, donc, on fait le max. Eh ben super les gars. Il y a Max qui nous dit bonjour. Tu vois, au moment où on dit qu'on fait le max. Ouais, il y a eu plein de... Merci à tous les gens qui ont commenté, qui ont suivi le live. Merci beaucoup François. On espère que tu vas pouvoir bientôt reprendre les tournages de ton émission. En principe, si tout va bien, nous on reprend un peu avant la fin du mois de mai. Et évidemment, on a beaucoup de retard, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est la vie. Il faut faire avec. Donc, on préparera la saison 6. Et évidemment, on a beaucoup de mails de gens qui... Alors, il y a ceux qui sont extrêmement contents d'avoir eu des multi-rediffusions de Vintage Mécanique pendant un mois et demi sur RMC. Il y a ceux que ça a un petit peu saoulé aussi. Bon, je leur rappelle qu'ils ont une zapette et qu'ils peuvent changer de chaîne. On les force pas à regarder RMC, ils peuvent regarder d'autres chaînes. Mais on a eu aussi beaucoup, et ça c'est formidable, parce que un des rares avantages du confinement, c'est que pas mal de gens ont découvert nos émissions. Quand je dis nos émissions, c'est pas que la mienne, c'est aussi celle des copains. Et je pense que ça c'est bien parce que du coup, il y a des tas de gens qui nous ont contactés en disant vous ne connaissez pas cette émission, c'est vachement sympa. Nous, on n'y connaît pas grand-chose, mais on a envie d'apprendre. Et donc, j'en profite pour rappeler effectivement que Vintage, c'est une émission grand public. Alors, évidemment, les collectionneurs dont je fais partie, parfois sont un peu frustrés de pas pouvoir aller plus avant dans le détail. Mais voilà, c'est pas facile de faire une émission qui puisse plaire à la fois aux collectionneurs et aux néophytes. Et c'est important parce que les néophytes, c'est les gens qui vont rentrer dans notre univers. Notamment, je pense, et je le dis tout le temps, mais c'est vrai, je pense aussi aux et c'est super important qu'on les intéresse à ça. Et donc, une émission grand public comme celle-ci ou d'autres, c'est important parce que c'est ça aussi qui fait une accroche des jeunes vis-à-vis de ce genre d'émissions et de sujets. Et dans un climat qui est, en tout cas en France, très autophobe, c'est pas mal de se dire, voilà, il y a des gamins que ça intéresse et que ça passionne. Donc, je suis désolé pour ceux qui en voudraient toujours plus, dont je fais partie. Mais voilà, il faut trouver le bon axe entre trop et pas assez. Voilà, c'est pas évident, croyez-moi. Et puis on rappelle aussi
à tous les gens qui nous regardent et qui prennent tout au premier degré que ce soit toi ou Géry, vous n'êtes pas des affreux radins qui ne veulent pas dépenser un centime dans les voitures. Il s'agit tout simplement d'un programme télévision, de divertissement, voilà, avec un enjeu. Et donc, quand on a un enjeu, eh ben, il faut qu'il y ait ces trucs-là. Mais voilà, bien entendu, nous on vous connaît personnellement et on sait que voilà, vous êtes absolument pas comme ça. Hein, si vous, hein, les gars, vous, hein, de temps en temps, vous. Non, mais il faut le dire clairement. D'ailleurs, c'est pas un secret. On le cache pas. C'est ce qu'on appelle de la fiction. Il y a des gens qui prennent vraiment tout au premier degré. C'est assez drôle quand on lit les commentaires. Ouais, on peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que nous on fait ce qu'on appelle du divertissement de fiction. Quand je travaille pour M6, je fais du journalisme, et quand je travaille pour Vintage Mécanique, je suis présentateur d'un divertissement. Donc on joue un rôle, et voilà, c'est scénarisé, c'est fait exprès, donc il faut pas tout prendre au premier degré. Et puis c'est un travail d'équipe, on est nombreux, je suis pas tout seul, hein. On est une petite dizaine de personnes à bosser sur Vintage pratiquement toute l'année, parce qu'il y a des gens derrière. Moi, je suis la partie immergée de l'iceberg, mais je suis évidemment pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour faire l'émission, la fabriquer, l'écrire, la réaliser, la monter, la mixer, la filmer, l'enregistrer. Enfin voilà, c'est un boulot d'équipe à ne pas oublier. C'est pas moi tout seul. Ou alors faut que je le fasse avec mon iPhone comme tout de suite. Là, je vais avoir une crampe du bras parce que depuis une demi-heure, j'ai changé 10 fois de bras moi depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci les copains et on se retrouve tous bientôt quoi qu'il arrive. Ok. Ciao. Avec plaisir. Salut. Portez-vous bien. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Bye, bonne fin de journée à tous. Salut. Bye bye. Ciao, ciao.